TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Bienvenue à cette demi-heure de l'information sur TPT+. Mesdames et messieurs, les titres du journal. Déjeuner de presse de la GAE. En toile de fond, la remise des ordinateurs portables aux médias en ligne de Brazzaville. L'humanité célèbre ce 2 décembre la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Résister à l'esclavage, survivre, s'opposer, se révolter est le thème de 2024. Chaque année, le 1er décembre, le monde entier commémore la journée mondiale de lutte contre le sida. Le monde s'unit pour apporter son soutien aux personnes vivant avec le sida. À suivre la déclaration du gouvernement. À l'étranger, de nombreux morts après un match de football à Zori-Corée en Guinée-Conakry. Voilà tout pour les titres, à présent les détails. Ouvrant ce journal par le déjeuner de presse présidé par Dean Elvis Okombitalisson, coordonnateur général de la Génération Auto-Entrepreneur GAE en sigle, qui s'est tenu ce lundi 2 décembre 2024 à Brazzaville. Tout en mettant un accent sur le discours du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, cette rencontre a aussi permis la remise des ordinateurs portables aux représentants des médias en ligne. Reportage Michel Opakole et Modeste Ololo de TPT+ Brazzaville. La presse en ligne du Congo était à l'honneur le 2 décembre 2024 à assister au déjeuner de presse organisé à Brazzaville par le coordonnateur général de la Génération Auto-Entrepreneur, Dean Elvis Okombitalisson. L'objectif principal de ce déjeuner visant à mettre au clair le discours du président de la République en rapport avec la jeunesse et l'entrepreneuriat, le coordonnateur général de la Génération Auto-Entrepreneur a mis en accent sur l'appui aux auto-entrepreneurs des médias et l'appel au financement de 500 hectares pour la coopérative agricole dans 5 départements. D'où ce déjeuner a été une occasion pour la Génération Auto-Entrepreneur de mettre sur table les problèmes liés à la jeunesse congolaise. De l'avis de nombreux observateurs et du constat que chacun a pu faire, ce discours a été un haut moment du président de la République pour remettre sur la table les problèmes liés à la composante jeune. Une fois de plus, le président de la République a placé les problématiques sur l'encadrement, l'orientation et la prise en charge des préoccupations des jeunes comme priorité et au centre de son discours. Reconnaître le dur labeur des médias au Congo, c'est ainsi l'une des raisons que la Génération Auto-Entrepreneur accompagne les médias au Congo. L'appui aux auto-entrepreneurs du secteur de médias que nous vous octroyons ce jour est simplement une reconnaissance du travail que vous abattez au quotidien. Cette lourde charge que vous avez en tant que quatrième pouvoir entre l'évolution continuelle de l'information face aux fake news, la déontologie et l'éthique de votre métier. Cet apport n'est qu'une goutte d'eau dans le désert et nous osons espérer qu'il pourra aider. Ne pas dématurer leur ligne électorale, c'est par ces mots que les médias en ligne ont été exhortés lors de ce déjeuner de presse. Ordinateurs portables ont été remis aux représentants de presse en ligne pour le bon fonctionnement de leur travail. Rappelons ainsi que la Génération Auto-Entrepreneur continuera sa marche le 15 décembre 2024 à Kinkala pour une signature du protocole d'accord avec les coopératives agricoles.
Autre fait de l'actualité, chaque année le 2 décembre, le monde entier célèbre la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Cette journée, adoptée par l'ONU en 1949, vise à sensibiliser le public à la réalité persistante de l'esclavage moderne et à honorer la mémoire des milliers de victimes de cette pratique inhumaine. Reportage Emmanuel Safouette de TPT+, Pointe-Noire. Bien que l'esclavage ait été officiellement aboli dans la plupart des pays, il existe encore des formes d'esclavage moderne qui touchent des millions de personnes à travers le monde. Le travail forcé, la traite des êtres humains, les mariages forcés et l'exploitation sexuelle sont autant de pratiques qui perdurent et qui affectent particulièrement les femmes et les enfants. La Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage constitue une opportunité pour les ONG, les gouvernements et les citoyens de se mobiliser contre les violations des droits humains. Des événements sont organisés dans de nombreuses villes pour informer le public sur les différentes formes d'esclavage moderne et pour encourager l'engagement citoyen. Les campagnes de sensibilisation, les conférences et les projections de films documentaires sont autant de moyens employés pour éduquer et impliquer la société. De nombreuses organisations de défense des droits humains utilisent également cette journée pour appeler à des actions politiques concrètes telles que la mise en place de lois plus strictes et le renforcement des moyens de prévention et d'assistance aux victimes. Ensemble, la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage est bien plus qu'une simple date sur le calendrier. Elle incarne un appel à l'action collective pour mettre fin à cette violation des droits humains en cours. Chacun d'entre nous peut jouer un rôle en sensibilisant son entourage, en soutenant des initiatives locales et en plaidant pour des politiques plus justes et inclusives. En se souvenir des leçons de l'histoire et en écoutant les voix des victimes, nous pouvons contribuer à bâtir un avenir où la dignité humaine est respectée et protégée, loin des chaînes de l'esclavage moderne. Une journée en cache une autre. La journée mondiale de lutte contre le sida est célébrée le 1er décembre de chaque année dans le monde entier. À cette occasion, celle-ci a été placée sous le thème « Suivant le chemin des droits, notre santé, nos droits ». La journée d'hier était une opportunité visant à lutter contre le sida en vue de limiter sa propagation. Plus de détails dans ce reportage signé Elvira Ngoutou et Mérios Kaba Kotana de TPT+, Pointe-Noire. Suivez. Le syndrome d'immunodéficience acquise, SIDA en sigle, est une maladie très grave d'origine virale caractérisée par une chute brutale des défenses immunitaires de l'organisme. C'est depuis 1988 que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS en sigle, avait dédié la date du 1er décembre pour la célébration de cette journée. Cette journée vise à sensibiliser au VIH-SIDA et faire preuve de solidarité internationale face à cette pandémie. L'agent pathogène de cette maladie est le VIH, qui signifie virus d'immunodéficience humaine. Il se transmet par les liquides corporels d'une personne infectée, y compris le sang, le lait maternel, le sperme et les sécrétions vaginales. Le VIH affaiblissant progressivement le système immunitaire, la maladie finit par entraîner l'apparition des symptômes, une perte de poids, les infections de la peau, la toux, la fièvre et la diarrhée. Si aucun traitement n'est suivi, la maladie évolue vers le sida. Actuellement, force est de constater que, dans notre société, plusieurs personnes ne prennent pas conscience de la gravité de cette maladie. Et ça donne au rapport sexuel non protégé. Triste est de constater aussi que la nouvelle génération est également infectée par cette pandémie, notamment les jeunes âgés de 15 à 25 ans. D'où l'importance de sensibiliser fréquemment la population pendant et en dehors de cette journée, en vue de la conscientiser concernant les conséquences de cette maladie. Ainsi, elle se propage massivement et tue de millions de personnes dans le monde. À cet effet, parmi les pays africains les plus touchés par cette pandémie, nous pouvons prendre le cas de l'Afrique du Sud, avec environ 4,2 millions de personnes infectées. Notons que, pour prévenir cette maladie, il faut éviter de faire des rapports sexuels non protégés, stériliser les objets avant toute utilisation et faire un bilan de santé par an. En définitive, l'État, qui est le garant de la santé publique,
devrait nous protéger contre cette terrible maladie en organisant des campagnes de sensibilisation à travers des pancartes, des conférences, des ateliers, ainsi que des examens de dépistage du VIH, tout en faisant un don de t-shirts et de préservatifs, dans le but de sensibiliser la population congolaise concernant cette maladie, afin de réduire le taux de mortalité dans la société, car, comme un adage le dit, la santé n'a pas de prix. Les Congolais ont célébré hier dimanche 1er décembre la 36e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Avec un taux de prévalence de 3,2%, la situation du VIH-Sida en République du Congo reste préoccupante, suivant la communication du ministre de la Santé relative à cette journée dans ce reportage. En République du Congo, la situation est tout aussi préoccupante, avec une prévalence estimée à 3,2% chez les adultes âgés de 15 à 49 ans en 2023. Notre pays fait face à l'une des épidémies les plus généralisées de la région africaine, de l'Ouest et du Centre. C'est pourquoi, en 2023, le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, a élaboré un cadre stratégique national de riposte au VIH pour la période 2023-2027. Ce cadre s'aligne avec le plan national de développement sanitaire 2022-2026. Ce cadre répond également aux objectifs de développement durable, notamment l'ODD 3, 4 et 5, dans la perspective de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Mesdames et messieurs, sous le leadership de son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, nous avons réalisé d'importants progrès dans la lutte contre le VIH. Les efforts déployés par le gouvernement ont permis de mettre sous traitement antirétroviral 93% des personnes dépistées positives, soit 38 090 personnes en 2023. Évitons la stigmatisation des personnes vivant avec le sida. Santé encore, les vendeurs de faux médicaments prolifèrent et opèrent de plus en plus au Congo. Aux médicaments classiques qui s'écoulent habituellement dans le marché, ils viennent de mettre en circulation des faux médicaments qui portent les étiquettes de l'OMS. Les services de l'OMS attirent pour cela l'attention des vendeurs et acheteurs sur cette falsification des médicaments. Suivez donc ce reportage. Au rond-point Mazala, quartier Mukondo, dans le 4e arrondissement Mungali, aucune oreille ne peut désormais échapper à ce bruit publicitaire à longueur de journée. Pour bien dire les choses, les pharmacies par terre auraient élargi leurs sources d'approvisionnement. Elles proposent dorénavant aux Congolais des médicaments qui proviendraient des services de l'OMS Congo. Nous sommes reconnus par l'État et nous avons l'autorisation de vendre ces produits. Quand le soleil apparaît, nous rangeons les médicaments dans un sac et on laisse des échantillons sur la table. Nous vendons la vitamine C, le fer, les antibiotiques. Certains vendeurs de ces médicaments dits de l'OMS sont organisés en association qui les achèteraient grâce à un réseau de distribution qui ne nous a pas été révélé. Néanmoins, les agents commerciaux savent faire la différence entre leurs produits et ceux d'autres sources vendus également dans la rue. Les produits d'OMS sont plus efficaces. Les gens viennent témoigner que nos produits sont plus efficaces. Pour nous, là, ce n'est pas mélangé avec les produits de Chalina. Pour nous, c'est juste les produits d'OMS. Nous avons eu la chance de rencontrer l'un de nombreux Congolais qui se font déjà traiter avec ces comprimés dits de l'OMS, vendus à la criée, dans des conditions non recommandables. La grande différence avec les produits pharmaceutiques,
Parce que là-bas, les produits sont bien conservés par rapport à ceux de Omès. Là, par exemple, vous voyez, il est sous le soleil. Donc, c'est pas bien. Mais les produits là que vous voyez de Omès, j'avais déjà essayé ça à maintes fois. C'est des bons produits. Au regard de la politique du gouvernement et ses partenaires, quant à la lutte contre le commerce illicite des produits de santé, nous nous sommes rendus au bureau du représentant de l'OMS au Congo pour en savoir plus sur cette commercialisation des médicaments. L'OMS ne peut en aucun cas fournir des médicaments aux vendeurs ambulants et autres. D'ailleurs, l'OMS n'est pas une pharmacie. L'OMS ne vend pas des médicaments. L'OMS ne distribue pas des médicaments. Nous faisons la remise officielle de ces médicaments au gouvernement, qui est notre unique interlocuteur. L'OMS ne se reconnaît pas dans cette situation. Actuellement, ce réseau de vente des produits dits de l'OMS, qu'on peut qualifier de mafieux, mobilise beaucoup d'agents commerciaux dans plusieurs marchés de Brazzaville. Alors, les services compétents en la matière devraient continuer à aider les populations à ne trouver sur le marché que des produits de santé recommandés et sans danger. Changeons de chapitre dans ce journal. Dans le domaine des infrastructures, le port fluvial d'Owando dans le département de la Cuvette manque d'un quai d'accostage, ce qui pousse les commerçants à exercer à même le sol ou à proximité des parcelles des riverains. Illustration. Owando, chef-lieu du département de la Cuvette, situé sur les rives de la rivière Kouyou, dépend largement de la voie d'eau pour s'approvisionner en produits halieutiques. Pourtant, cette ville fait face à un problème crucial, l'absence d'un port adapté pour accueillir les produits riviers et halieutiques en provenance du district voisin de Mosaka. Ce sont des parcelles de gens. Ici, les conditions sont artisanales. Donc, il n'y a pas un port officiel. Sans infrastructure portuaire publique, les convois de pirogues motorisées sont obligés d'accoster devant les parcelles privées des riverains et organiser en même temps le marché informel du port dans ces parcelles. Une ville comme Owando souffre d'un manque criant de quais, d'accostage des pirogues de pêcheurs. Les commerçants doivent installer le marché portuaire sur des terrains privés, payant jusqu'à 5 000. Organisé une fois par semaine, le marché informel du port de Owando attire non seulement des revendeuses locales, mais également celles venues de Brazzaville à la recherche de produits halieutiques frais. Cependant, en l'absence de quai d'accostage ou d'espace de stockage, les poissons sont souvent étalés à même le sol. En plus de l'absence d'infrastructures adaptées, les femmes revendeuses, principales actrices de la vente au détail, se heurtent à un autre obstacle. Elles n'ont pas d'accès direct aux pêcheurs. Au marché du port de Owando, nous, femmes revendeuses de produits vivriers, nous ne pouvons pas acheter directement aux pêcheurs. Il faut passer par des intermédiaires. Ceux-ci nous prennent déjà presque tout le bénéfice. Voilà ce qui fait que le poisson soit vendu cher au marché. Face à ces difficultés, les commerçants et les habitants de Owando lancent un appel aux autorités. Les conditions sont très artisanales, donc on a besoin que l'État vienne nous aider, mettre les conditions, les bonnes conditions, comme partout dans le port. Nous sommes préoccupés par ce problème d'un port et nous avons nous-mêmes délibéré en session administrative avant le dernier mandat qu'il était question qu'on réhabilite le port artisanal. Et nous sommes heurtés simplement par l'environnement. Et là, il s'agit d'une propriété privée. Il y a des embarcations de fortune. Nous avons déjà eu à échanger avec ces propriétaires de ces lieux pour qu'on essaie de voir comment s'organiser autour de là. Mais c'est une préoccupation de l'hôtel de ville. Là, il y a toujours de la recette locale. Alors que d'autres villes riveraines disposent déjà d'infrastructures portuaires modernes, Owando reste encore à la traîne. Pourtant, avec son rôle de chef-lieu du département et de par sa situation au bord de la rivière Kouyou, aurait tout à gagner à se doter d'un port public. Actualité en Afrique. Le Sénégal a commémoré hier dimanche 1er décembre le 80e anniversaire d'un massacre colonial français perpétré en 1944, ce qui risque de raviver les tensions entre la France et l'ancienne colonie. Faudrait-il enseigner la mémoire du massacre de Thiaroye dans les écoles sénégalaises? La réponse dans ce reportage.
Qu'est-ce que vous savez des tirailleurs? Ils sont tirés par l'armée française. L'armée française. En quelle année? En 1944. Très bien. Situé dans la banlieue de Dakar, Thiaroye garde toujours la marque du massacre de 1944 perpétré par les troupes coloniales françaises. Dans le collège Thiaroye 44, les élèves s'intéressent à cet événement historique, mais pour l'heure, dans le programme officiel, le massacre des tirailleurs de Thiaroye n'est pas enseigné comme cours. Ça, c'est un ceinturon. C'est ça, c'est la tenue que portaient ces tirailleurs-là une fois qu'ils ont été donc transités ici, dans le camp militaire de Thiaroye. On aimerait bien que les autorités sénégalaises pensent à donc intégrer l'histoire de Thiaroye 44 dans le programme. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des collèges ou bien même des lycées. Si aujourd'hui on demande à ces élèves-là, donc qu'est-ce que vous connaissez sur l'histoire de Thiaroye 44, ils ne seront pas en mesure de répondre, de dire quoi que ce soit sur ce massacre de Thiaroye. L'enseignement scolaire sénégalais porte la marque d'une forme d'effacement du massacre de Thiaroye, à laquelle les nouvelles autorités politiques en place depuis avril veulent remédier. À l'approche de la commémoration, le Sénégal a mis en place une commission de recherche dans les archives françaises sur le massacre de Thiaroye. Constituée d'historiens, d'archivistes et de documentalistes, la commission a présenté ses premières conclusions lors d'une conférence de presse à Dakar. C'est une mission difficile, mais une mission qui a réussi, si je peux m'exprimer, dans la mesure où nous avons pu avoir des choses inédites. Nous avons, dans un premier temps, été en contact avec des éléments qui ne parlaient que du contexte général, qui parlaient de la Seconde Guerre mondiale. Mais nous avons eu aussi, par exemple, des actes de décès de tirailleurs fournis. En explorant les registres de décès de Dakar de 1945, nous avons relevé beaucoup d'actes de décès de tirailleurs. Un colloque sur le massacre réunira des chercheurs du Sénégal et d'autres pays les 2 et 3 décembre à Dakar et Thiaroye. L'un des ateliers sera consacré à la place des tirailleurs morts à Thiaroye dans les programmes d'histoire. Triste réalité en République démocratique du Congo. Le bateau Safina a pris feu sur le lac Kivu, près de la localité d'Ishagi. Un commentaire de Joël Visserage et Modeste Ololo de TPT Plus Brazzaville. Le bateau qui assurait la liaison entre Bukavu et Goma a pris feu le dimanche 1er décembre. Alors qu'il naviguait près de la localité d'Issangi dans la province du Sud Kivu. Selon un commissaire maritime, le feu s'est déclenché en pleine navigation alors que le bateau venait tout juste de quitter Goma. L'origine de l'incendie a été confirmée, mais la rapidité de l'intervention a permis de prévenir une catastrophe plus grande. Tous les passagers ont pu être évacués en toute sécurité. Un incident venait de se produire à partir de Tchangouli, d'un bateau Safina, qui le bateau a quitté le port public de Goma, s'est rendu à Ijoué-Side. Juste avant que le bateau n'atteigne le lieu d'accostage, alors il y a eu les groupes électrogènes qui étaient à bord, qui les aident pour la musique, pour chauffer, et aussi les télévisions et consorts. Et alors a pris feu, et le feu a atteint même le bateau. L'incendie de Safina rappelle donc l'importance de maintenir des normes de sécurité strictes pour prévenir les risques liés à la navigation sur le lac Kivu, un axe vital pour le déplacement et le commerce entre les villes côtières. Les autorités locales et les compagnies maritimes doivent redoubler d'efforts pour garantir que de tels incendies ne se produisent pas afin de protéger la vie humaine et les biens qui transitent sur le lac. On est en train de faire un effort à travers la décision ou les instructions de son Excellence M. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre des Transports, voies des communications et des enclavements, par rapport d'abord l'élément interdire l'interdiction que lui a faite de la navigation nocturne. Voilà l'importance. Si c'était la nuit,
Si c'était la nuit, c'est tout le monde, on aurait encore eu en perte de vies humaines. Rappelons que cet incendie intervient quelques mois seulement après le tragique naufrage survenu le 3 octobre dernier sur le lac Kivu qui avait fait plusieurs victimes. Ainsi prend fin notre journal. Merci d'avoir choisi TPT Plus pour vous informer. Réalisation technique que vint le différent. Un proverbe africain nous enseigne que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. La paix, toujours la paix chez vous. Au revoir. Thank you.